Lorsque le milliardaire et PDG Alexander Reed a mis au défi une fillette sans-abri de 7 ans de jouer du piano en échange de son adoption, il s'attendait à l'humilier. Au lieu de cela, son interprétation miraculeuse a brisé tout ce qu'il croyait savoir sur la valeur, le talent et le destin. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait te suivre. Le vent de décembre coupait Manhattan comme une lame, faisant voler des fragments de journaux autour des chaussures polies d'Alexander Reed. À 32 ans, sortant de sa Tesla noire sur la 5e avenue, il dirigeait Reed Industries avec la précision impitoyable qui lui avait permis de bâtir un empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien. Son costume Armani gris anthracite valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en plusieurs mois, et sa montre Patek Philippe captait la lumière du matin à chacun de ses gestes calculés. « Monsieur Reed, la réunion du conseil d'administration est dans 25 minutes », cria derrière lui son assistant, Marcus, essayant de suivre les longues foulées de corps d'Alexander en direction de l'imposante tour de verre qui portait son nom. Alexander lui prêta à peine attention. Ses yeux gris acier étaient fixés droit devant avec une intensité de laser. De rien, il était devenu le plus jeune milliardaire autodidacte de New York, et il portait cette réussite comme une armure contre un monde qu'il avait autrefois rejeté. Mais alors qu'il tournait au coin de la prestigieuse académie de musique Steinway, quelque chose le figea sur place. Une petite silhouette était blottie contre la grille en fer forgé de l'académie, pressée contre l'une des hautes fenêtres. C'était une fillette qui ne paraissait pas avoir plus de 7 ans. Ses cheveux sombres et emmêlés s'échappèrent d'un bonnet en tricot usé, et ses vêtements étaient un assemblage de couches élimées. Un manteau immense qui avait connu des jours meilleurs, des chaussures trouées laissant passer le froid, et des mitaines qui couvraient à peine de minuscules mains. Ce qui frappa le plus Alexander fut son immobilité absolue. Alors que la ville trépidante s'agitait autour d'elle comme une rivière, elle restait figée. Ses yeux sombres et d'enfance étaient rivés sur quelque chose à l'intérieur de l'académie de musique avec une intensité qui semblait impossible pour une si jeune créature. « Sophia, éloigne-toi de là », dit une voix lasse. Un homme âgé, au visage buriné et aux yeux bienveillants, vêtu d'un uniforme d'agent d'entretien, s'approcha. « Tu vas attraper froid à rester comme ça dans le froid. » La petite fille, Sophia, se tourna vers lui mais ne quitta pas la fenêtre. « Encore 5 petites minutes, s'il te plaît, oncle Pitot. Il joue le nocturne en mi bémol, majeur de Chopin. Écoute comme la mélodie s'entrelace avec l'harmonie. » Les sourcils d'Alexander se haussèrent. Une gamine des rues de 7 ans qui discourait sur Chopin. Poussé par la curiosité, il se surprit à s'approcher, malgré son indifférence habituelle envers les innombrables sans-abri de la ville. Oncle Pitot soupira, resserrant sa veste usée. « Sophia, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas continuer à venir ici tous les jours. Les gardiens commencent à te remarquer et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des ennuis. » « Mais, oncle Pitot, j'entends chaque note, chaque nuance dynamique. Aujourd'hui, un étudiant a joué le crescendo à la 42e mesure, exactement comme dans l'enregistrement de Rubinstein de 1960. Savais-tu que cet enregistrement a été fait ici même, à New York ? » « Ça suffit, » l'interrompit doucement mais fermement Pitot. « Nous devons aller chercher le petit déjeuner. » Alexander fit un pas en avant de pouvoir se retenir. Le cuir cher de ses chaussures claqua sur le trottoir, attirant leur attention. Les yeux sombres de Sophia croisèrent les siens, et il y vit non pas le regard vaincu habituel des sans-abri, mais une étincelle d'intelligence et d'espoir. « Excusez-moi, dit Alexander, de la voix autoritaire qu'il utilisait dans les salles de conseil. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous venez de faire référence à un enregistrement spécifique de Rubinstein ?» Sophia hocha vigoureusement la tête, nullement intimidée par sa présence imposante. « Es-tu là... Arthur Rubinstein, l'enregistrement RCA Victor de 1960. Il jouait le nocturne avec une incroyable retenue émotionnelle au début, puis laissait la passion monter progressivement dans la section centrale. La plupart des pianistes se précipitent, mais Rubinstein comprenait que le génie de Chopin résidait autant dans les silences entre les notes que dans les notes elles-mêmes. Alexander resta un instant sans voix. Cette fillette en haillons discutait de l'interprétation de la musique classique pour piano avec plus de finesse que la plupart des critiques musicaux. « Comment connais-tu Rubinstein ?» demanda-t-il, son ton passant du dédain à une curiosité sincère. Le visage de Sophia s'illumina. « J'écoute tous les jours. Je me tiens ici et j'écoute les leçons. Je viens depuis 2 ans et j'absorbe tout ce que je peux. Les professeurs à l'intérieur ne le savent pas, mais j'ai mémorisé des centaines de morceaux juste en écoutant.
Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff. Je les connais tous. » Oncle Pitot parut embarrassé. « Sophia, ne dérange pas le monsieur, il faut y aller. »« Attendez, » dit Alexander en levant la main, examinant la fillette avec un intérêt nouveau. Une idée cruelle, peut-être, germait en lui. Elle le divertirait et apprendrait à cette enfant présomptueuse à rester à sa place. « Guidoil, tu dis avoir appris à jouer juste en écoutant ?»« Oh yam, oui monsieur. » Les yeux de Sophia pétillèrent d'excitation. « Je me suis entraîné au doigté sur ce morceau de carton que l'oncle Pitot a trouvé pour moi. Vous voyez ?» Elle sortit un morceau de carton froissé sur lequel des touches de piano étaient en dessinées au marqueur noir. « Je m'exerce tous les soirs en imaginant les sons. » Les lèvres d'Alexander s'étirèrent en un semblant de sourire, mais ses yeux restèrent en froid. « Eh bien, petit prodige, j'ai une proposition à te faire. » Il sortit son téléphone, vérifiant l'heure avec une précision théâtrale. « Je suis Alexander Reed, au fait. Tu as peut-être entendu parler de Reed Industries. Je possède la moitié des immeubles de ce quartier, y compris des investissements assez importants dans les arts. » Sophia secoua la tête innocemment. « Je ne connais rien aux affaires, monsieur, seulement la musique. » « Bien sûr que non, » dit Alexander avec un amusement condescendant. « Alors voici ce que je propose. Si tu es vraiment aussi talentueuse que tu le prétends, mettons-le à l'épreuve. Je vais t'arranger la possibilité de jouer sur le piano à queue de concert de l'Académie, tout de suite. Si tu peux jouer quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui prouve que tu n'es pas juste une autre rêveuse des rues. » Il marqua une pause dramatique, savourant l'attention. Quelques passants s'étaient arrêtés, attirés par le spectacle. Un homme d'affaires, richement vêtu, s'adressant à une enfant sans abri. « Alors je t'adopterai moi-même. Je te donnerai un vrai foyer, une éducation digne, des leçons de piano avec les meilleurs professeurs que l'argent puisse acheter. Tout ce dont une petite fille peut rêver. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'incrédulité et d'espoir. « Vous êtes sérieux ?»« Absolument, » répondit Alexander d'un ton suave. « Mais lorsque tu échoueras, et tu échoueras, parce que le vrai talent musical exige des années de formation adéquate, des instruments coûteux et une éducation que tu n'as tout simplement pas, tu promettras d'abandonner ce fantasme ridicule et de trouver une occupation plus adaptée à ta condition. D'accord ? » Oncle Pitot s'avança, protecteur devant Sophia. « Attendez une minute. »« Tout va bien, oncle Pitot, » dit doucement Sophia en posant la main sur son bras. « Je peux le faire. » Elle leva les yeux vers Alexander avec une détermination bien au-delà de ses 7 ans. « J'accepte votre défi, monsieur Reed. » Le sourire d'Alexander s'élargit, mais sans chaleur. « Excellent. »« Marcus, » appela-t-il son assistant. « Appelle l'Académie. Dis-leur qu'Alexander Reed a besoin d'un accès immédiat à leur salle de concert. Dis que c'est lié à un don d'entreprise. » Pendant que Marcus passait l'appel, Alexander regarda Sophia avec satisfaction. Dans 10 minutes, il apprendrait à cet enfant et à tous les spectateurs une leçon précieuse sur l'ordre naturel des choses, les riches en haut, les pauvres en bas. Et aucune pensée magique ne pouvait changer cette vérité fondamentale. L'intérieur de l'Académie de musique Steinway était tout ce que Sophia avait imaginé, et plus encore. Les parquets brillants reflétaient la douce lumière qui filtrait par les hautes fenêtres, et les murs étaient ornés de portraits de musiciens légendaires qui semblaient pensant d'éveiller sur cet espace sacré. L'air était imprégné d'une odeur de cire à bois et de la résonance persistante d'innombrables moments musicaux. Alexander traversa l'élégant foyer avec l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. La directrice de l'Académie, Madame Catherine Whitmore, une femme distinguée d'une 60aine d'années aux cheveux argentés relevés en un chignon impeccable, s'empressa de venir à leur rencontre. « Monsieur Reed, quelle agréable surprise !» dit-elle avec l'accent raffiné de la haute société new-yorkaise. « Marcus a mentionné quelque chose concernant une affaire d'entreprise ? » « Quelque chose de ce genre, » répondit Alexander. « J'ai besoin d'accéder à votre salle de concert pour quelques minutes. Une petite démonstration. » Le regard de Madame Whitmore se posa sur Sophia, et son expression se teinta d'une légère inquiétude. « Cette jeune dame est l'objet de notre démonstration, » lança Alexander avec désinvolture. « Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps. » La salle de concert coupa le souffle à Sophia. Au centre de la scène, tel un géant endormi, se trouvait un piano à queue de concert Steinway. Sa surface en ébène reflétait les doux éclairages de la scène. Des fauteuils en velours rouge s'élevaient en gradins élégants, et l'acoustique était si parfaite que Sophia pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans le silence. « Voilà, petit prodige, » dit Alexander en désignant le piano avec une grandeur moqueuse, « ton heure de vérité.
Une petite foule s'était là rassemblée, Madame Whitmore, quelques employés curieux de l'académie, oncle Pitot qui se tenait nerveusement près de l'entrée, et Marcus filmant le tout avec son téléphone, un amusement à peine dissimulé. Sophia s'approcha du piano lentement, avec révérence, comme on s'approche d'un autel. « Il est magnifique », souffla-t-elle. « J'ai rêvé de ce moment depuis si longtemps. » Alexander consulta sa montre de manière théâtrale. « Nous n'avons pas toute la journée. Joue quelque chose, si tu peux. » Sophia leva les yeux vers lui, et un instant, Alexander vit dans son regard quelque chose qui le mit mal à l'aise. Pas de la peur ou de la colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Que voudriez-vous que je joue, monsieur Reed ?» demanda-t-elle doucement. « Oh, je pense que le choix te revient, » dit Alexander avec une générosité feinte. « Oh... Après tout, c'est toi l'experte. Quelque chose d'impressionnant, qui prouve que tu vaux mon investissement. » Sophia hocha la tête pensivement et s'assit au piano avec une posture parfaite. « J'aimerais jouer la ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin, » dit-elle. « C'est l'œuvre qui m'a appris ce que signifie raconter une histoire avec la musique. » Le sourire suffisant d'Alexander vacilla légèrement. La première ballade de Chopin était notoirement difficile, une pièce qui mettait au défi même les pianistes professionnels. « Tu es sûr de ne pas vouloir commencer par quelque chose de plus simple ?» demanda doucement Madame Whitmore. « Non, madame, » répondit Sophia avec une confiance tranquille. « C'est cette œuvre qui me parle. » Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et ses doigts se posèrent sur les touches. Les premières notes de la ballade s'élevèrent avec une telle clarté et une telle sensibilité que plusieurs personnes dans la salle eurent un hoquet audible. Ce n'était pas le jeu hésitant d'une enfant, mais la musique dans sa forme la plus pure, s'écoulant des petites mains de Sophia comme l'eau d'une source. Le sourire confiant d'Alexander se figea sur son visage. C'était impossible. L'enfant jouait avec une précision technique rivalisant avec celle des étudiants du conservatoire et avec une maturité artistique qui façonnait chaque phrase avec une profonde compréhension musicale. Alors que Sophia abordait les sections centrales complexes de l'œuvre, tout son être semblait fusionner avec la musique. Ses doigts dansaient en un sur les touches avec une vitesse et une précision incroyables, et son visage reflétait chaque nuance émotionnelle du chef-d'œuvre de Chopin. La salle était envoûtée. Madame Whitmore avait les larmes aux yeux. Oncle Pitot se tenait bouche bée. Même Marcus avait cessé de filmer, trop stupéfait pour continuer. Mais le choc le plus profond fut celui d'Alexander. Pendant que Sophia jouait, des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de son subconscient commencèrent à refaire surface. Le souvenir d'une autre petite fille qui aimait la musique avec la même passion désespérée. Une fille à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas assez douée et qu'elle ne méritait pas ses rêves. Cette fille, c'était sa sœur, Emma. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Emma, décédée dans un accident de voiture à 8 ans, parlait de la musique exactement comme Sophia. Elle rêvait avec la même intensité et avait été rejetée par leurs riches parents avec la même indifférence cruelle qu'ils venaient de manifester. Sophia atteignit le point culminant de la ballade. La musique s'envola dans la salle de concert, empreinte de triomphe et de tragédie, d'espoir et de chagrin, tissée ensemble par le génie incomparable de Chopin. Lorsque les dernières notes s'évanouirent dans le silence, Sophia ouvrit les yeux et regarda droit vers Alexander. À cet instant, il ne vit pas simplement une enfant sans abri, mais une âme musicale profonde, dotée d'un talent impossible. Le silence dura ce qui parut une éternité avant que Madame Whitmore ne commence à applaudir. Les autres la rejoignirent, et bientôt la petite salle fut remplie d'un tonnerre d'applaudissements. Mais Alexander ne pouvait pas bouger. Cette petite fille qu'il avait eu l'intention d'humilier venait de lui offrir l'une des performances musicales les plus émouvantes de sa vie. « Monsieur Reed », la voix de Sophia était douce mais claire. « Ai-je bien joué ?» Le monde d'Alexander bascula. Tout ce qu'il pensait, savoir sur la valeur, le talent et les opportunités, s'effondrait autour de lui. « Comment ?» murmura-t-il enfin. « Comment est-ce possible ?» Les yeux de Sophia brillèrent sans de la joie de quelqu'un qui est enfin vu et entendu. « Je vous l'ai dit, monsieur. J'ai écouté tous les jours pendant 2 ans. J'ai mémorisé chaque pièce, étudié chaque technique et pratiqué le doigté sur mon piano en carton jusqu'à sentir la musique dans mes os. » Elle fit une pause. « Mais plus important encore, monsieur Reed, la musique ce n'est pas une question de choses chères ou de naître dans la bonne famille. La musique c'est avoir un cœur qui comprend la beauté et des mains prêtes à travailler jusqu'à ce que cette beauté puisse être partagée avec le monde. » Alexander sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, le mur qu'il avait construit autour de son cœur des années auparavant.
Sophia, commença-t-il, la voix chargée d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, Mais avant qu'il ne puisse finir, son téléphone vibra. Un message urgent de son chef de la sécurité. En le lisant, Alexander devint blême. Quelqu'un posait des questions sur lui, fouillant dans son passé, dans des secrets qu'il pensait enterrer pour toujours. Et d'une manière ou d'une autre, tout cela était lié à la petite fille qui se tenait devant lui. La salle de conseil de Red Industries occupait tout le 42e étage, mais Alexander ne parvenait pas à se concentrer sur la vue familière de Manhattan derrière les baies vitrées. 3 heures s'étaient écoulées depuis la performance de Sophia, et il n'arrivait toujours pas à se ressaisir. Marcus frappa doucement à la porte vitrée. « Monsieur Reed, le détective privé que vous avez demandé Stola. » Le détective Ray Morrison, un ancien enquêteur du NYPD, était spécialisé dans les enquêtes délicates pour des clients de haut vol. Alex dirait en s'asseyant. « J'ai reçu ton message concernant une enquête sur une fillette nommée Sophia. »« Qu'as-tu trouvé ?» demanda Alexander. « Une affaire intéressante, commença Ray. Sophia Martinez, 7 ans. Elle vit avec un certain Pito Kowalski depuis environ 2 ans. C'est un homme bon, il travaille dans l'entretien d'immeubles et s'occupe d'elle comme de sa petite fille. La mère de Sophia, Elena Martinez, est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. Mère célibataire, aucune famille à en retrouver. » Alexander sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Le truc, Alex, continua Ray, c'est qu'Elena n'était pas seule dans la voiture cette nuit-là. Une fillette de 5 ans était avec elle et a miraculeusement survécu. C'était Sophia. Mais le plus intéressant, c'est qu'Elena Martinez n'était pas sa mère biologique. D'après les dossiers, Elena s'occupait de Sophia depuis ses 3 ans, mais il n'y a aucune adoption officielle. C'est comme si Sophia était apparue dans sa vie de nulle part. » Ray montra à Alexander une coupure de journal datant de 3 ans. Le titre disait « Sœur du PDG de Red Industries, anniversaire d'une mort tragique. »« Je ne comprends pas, » dit prudemment Alexander, bien que ses mains tremblent. « Alex, j'ai vérifié ton histoire familiale, » dit doucement Ray. « Ta sœur cadette, Emma Reed, est morte dans un accident de voiture à 8 ans. Mais tu avais une autre sœur, une demi-sœur, Emma Reed Morrison. Ton père l'a reniée quand elle a épousé un homme qu'il désapprouvait. Emma Morrison est décédée il y a 3 ans. Dans un accident de voiture sur le pont de Queensboro, elle a laissé une fille de 3 ans nommée Sophia. » La pièce se mit à tourner autour d'Alexander. Sophia, la fille d'Emma, sa nièce. « Les dates correspondent, confirma Ray. Le talent musical est héréditaire. J'ai trouvé des archives sur les performances d'Emma dans des théâtres locaux, toujours dans des comédies musicales. » L'esprit d'Alexander retourna à ce matin à l'incroyable performance de Sophia, à ses yeux sombres qui lui semblèrent maintenant étrangement familiers. C'étaient non les yeux d'Emma. « Il y a autre chose. » La voix de Ray devint plus sérieuse. « Quelqu'un d'autre cherche Sophia. Quelqu'un avec d'importantes ressources. Ce n'est pas de la simple curiosité. Quelqu'un veut la retrouver à tout prix. » Alexander s'approcha de la fenêtre. Quelque part en bas, sa nièce, son seul parent vivant, vivait dans la rue, rêvant d'une musique qu'elle ne pouvait écouter qu'en cachette à travers une fenêtre. « Je dois y aller, » dit-il en attrapant son manteau. Il allait trouver Sophia, la ramener à la maison et lui donner tout ce qu'elle méritait. Mais alors que l'ascenseur descendait, une sombre pensée s'insinua dans son esprit. Si quelqu'un d'autre cherchait Sophia, sa nièce pourrait être en bien plus grand danger qu'il ne l'imaginait. Le soleil se couchait lorsque la Tesla d'Alexander se frayait un chemin dans les rues étroites du Queens. Pito et Sophia vivaient dans un petit appartement au-dessus d'une épicerie de quartier. Alexander monta les escaliers et frappa. Pito ouvrit la porte. « Monsieur Reed, que faites-vous ici ? » « Je dois vous parler, à vous et à Sophia. C'est très important. » L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre. Les murs étaient couverts de dessins de Sophia, principalement des pianos et des notes de musique. Sur une petite table se trouvait son piano en carton, les touches usées les excès par d'innombrables heures de pratique. « Monsieur Reed !» Le visage de Sophia s'illumina de bonheur. « Vous venez me dire quand commenceront mes leçons ?» Alexander sentit sa gorge se nouer. « Sophia, je dois te dire quelque chose à propos de ta famille, de ta vraie mère. »« Maman Elena était ma vraie maman, » répondit Sophia. « Et que te souviens-tu de ta première maman ?» Sophia ferma les yeux. Elle avait de longs cheveux sombres, comme moi. Elle me chantait des berceuses et sentait les fleurs, le jasmin. Elle s'appelait Emma. Le cœur d'Alexander se serra. « Sophia, Emma était ma sœur, ce qui veut dire que tu es ma nièce, tu es ma famille. »« Tu es mon oncle ?» murmura-t-elle. « Oui, ma chérie. »« Je suis désolée de ne pas l'avoir su plus tôt. » Sophia s'approcha lentement de lui. « Tu as les yeux de maman, Emma.
dit-elle avant de le serrer fort dans ses bras. « J'ai toujours prié pour avoir une famille. » À ce moment, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Ray. « Urgent. J'ai découvert qui cherchait Sophia. Vous êtes tous en danger. » Alexander se rendit dans la cuisine. « Alex, Dieu merci. » La voix de Ray était tendue. « Tu dois prendre Sophia et partir de là immédiatement. Les gens qui la cherchent pouvaient travailler à Tongue pour Damian Reed. » Le sang d'Alexander se glaça. Damian Reed, le frère de son père, avait été banni de la famille des décennies plus tôt pour ses liens avec le crime. « C'est impossible, » souffla Alexander. « C'est pourtant vrai, dit sombrement Ray. Avant de mourir, Emma, désespérée, a désigné Damian comme tuteur de Sophia en cas de décès. S'il t'arrive quelque chose, Damian devient son tuteur et met la main sur son héritage, environ 2 millions de dollars. Il est criblé de dettes et prêt à tout. Ces hommes sont déjà dans le quartier. » Alexander retourna dans le salon. « Faites vos bagages, nous partons, tout de suite. » À cet instant, des bruits de pas lourds résonnèrent dans l'escalier, suivis de coups secs à la porte. « Pito Kowalski !» cria une voix rauque. « On sait que la gamine est là. Ouvre et personne ne sera blessé. » Alexander colla son oreille à la porte et entendit un chuchotement. « Le patron a dit de les prendre vivants, si possible, mais faites ce que vous avez à faire. »« Y a-t-il une autre sortie ?» demanda-t-il à Pito. Pito hocha la tête. « L'appartement du voisin, Monsieur Giovanni, est vide. Il a un vieux monte-charge qui mène au restaurant en bas. » La porte derrière eux craqua. Pito sortit par la fenêtre sur une corniche étroite et Alexander lui passa prudemment Sophia. Ils se glissèrent dans l'appartement voisin juste au moment où la porte de chez Pito s'ouvrit avec fracas. Dans l'appartement de Giovanni, Pito trouva le monte-charge. « Il était trop petit pour toi, dit-il à Alexander. Sophia et moi allons descendre, retrouve-nous en bas, il y a une sortie par la cour arrière du restaurant. »« Je ne laisserai pas Sophia. »« Oncle Alexander, dit la fillette avec un calme surprenant. Oncle Pito connaît l'immeuble, il faut lui faire confiance. » Alexander embrassa Sophia sur le front et les regarda descendre. C'est alors que la porte de l'appartement de Giovanni s'ouvrit violemment. Dans l'encadrement se tenait un homme qu'Alexander n'avait pas vu depuis près de 20 ans. Damian Reed. « Salut mon neveu, dit Damian avec un sourire glacial. Tu vas signer les papiers pour me céder la garde. »« Jamais. » Damian fit un signe à ses hommes. Mais avant qu'ils ne puissent plus bouger, Ray Morrison apparut sur le seuil avec 3 policiers armés. « Police de New York, » ordonna Ray. « Damian Reed, vous êtes en état d'arrestation. » Pendant qu'on emmenait Damian menotté, Alexander se précipita en bas et trouva Sophia et Pito dans le restaurant, attablés avec le propriétaire inquiet. Sophia courut dans les bras d'Alexander et il la serra fort contre lui, comprenant que la vraie bataille, celle pour la garde ne faisait que commencer. Mais pour la première fois de sa vie, il se battait pour quelque chose de plus important que l'argent ou le succès. Il se battait pour l'amour. 6 mois plus tard, Alexander se tenait dans le salon de son penthouse, regardant Sophia s'exercer sur le piano à queue de concert Steinway qu'il lui avait acheté. En ce court laps de temps, elle était passée du statut d'enfant des rues, s'entraînant sur du carton, à celui de candidate sérieuse pour le prestigieux programme de musique de la Juilliard School. Pito, désormais chef de la sécurité de l'immeuble d'Alexander, entra avec un plateau. « Votre avocat a appelé. L'audience pour la garde a été avancée à la semaine prochaine. » Malgré l'arrestation de Damian, ses revendications légales sur la tutelle avaient en déclenché une bataille judiciaire complexe. « La juge veut te parler, » dit doucement Alexander à Sophia. « Je sais ce que je veux, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je veux rester avec ma famille, avec toi et oncle Pito. La famille, c'est comme la musique. Ce n'est pas une question de lien du sang ou de papier. C'est une question de cœur qui comprennent l'amour et de personnes prêtes à prendre soin les unes des autres. » À ce moment, on sonna à la porte. Pito introduisit Ray Morrison et une femme élégante. « Alex, dit Ray, voici la juge Margaret Chen. Elle est chargée du dossier de Sophia. »« Veuillez m'excuser pour cette intrusion, » dit doucement la juge Chen. « Je voulais vous rencontrer de manière informelle avant l'audience. » Elle se tourna vers Sophia. « C'est moi qui décide où tu vas vivre. »« Voulez-vous m'entendre jouer ?» proposa poliment Sophia. Elle s'assit au piano et commença à jouer. Alors que les notes cristallines remplissaient la pièce, le visage de la juge s'adoucit. « C'était magnifique, Sophia, » dit la juge Chen lorsque la musique cessa. « Que ressens-tu quand tu joues ?»« Je me sens chez moi, » répondit Sophia sans hésiter. « Ici, avec oncle Alexander et oncle Pito, c'est ma place. » La juge Chen se tourna vers Alexander. « Monsieur Reed, j'ai examiné tous les documents de cette affaire. L'intérêt supérieur de l'enfant ne se trouve pas dans les documents juridiques, mais dans l'amour, la stabilité et un véritable dévouement. »
Elle marqua une pause. Les preuves montrent clairement que l'intérêt de Damian Reed pour Sophia est financier, et son casier judiciaire le rend inapte à être tuteur. Par conséquent, conclut-elle avec un sourire chaleureux, j'accorde la garde pleine et entière de Sophia Martinez à Alexander Reed. Sophia poussa un cri de joie et se jeta dans les bras d'Alexander. Alors que la juge et le détective partaient, Sophia courut de nouveau vers le piano. « Je veux jouer quelque chose de spécial pour vous remercier. » Une mélodie simple et magnifique qu'Alexander n'avait jamais entendue s'éleva. « Quelle est cette pièce ?» demanda la juge Chen. Sophia rayonnait. « C'est moi qui laisse composer. Elle s'appelle Le chant de la famille. » Après leur départ, Alexander se tenait debout, un bras autour des épaules de Sophia. 6 mois plus tôt, il était un homme d'affaires froid qui mesurait la valeur en dollars. Aujourd'hui, il était un oncle, un tuteur, et le membre d'une famille unie non par le sang, mais par l'amour. « Tu penses que maman Emma serait fière de nous ?» demanda Sophia. « Je pense qu'elle serait incroyablement fière, répondit-il. Je pense qu'elle voit que sa petite chanteuse a enfin trouvé le chemin de la maison. » Alexander Reed comprit que les acquisitions les plus précieuses de la vie ne peuvent être ni achetées ni planifiées. Elles en ne peuvent donc être méritées, comme un cadeau qui transforme non seulement votre vie, mais votre âme même. La petite pianiste prodige lui avait appris que la plus belle musique n'est pas celle qui résonne dans les salles de concert, mais celle qui naît de la symphonie quotidienne d'une famille.